Et quand on comprend, et quand on voit qu'une tête de poisson, qu'une coquille d'huître ou que des tripes de lapin, après être passées dans nos petites machines, low-tech je leur dis, deviennent du compost qui va permettre de faire pousser des fleurs et des légumes, et ben là il se passe un truc. Tu vois vraiment que les choses se transforment en un produit qui est super utile. Et c'est ça le pilier le plus important pour moi. Sortir le déchet de sa boîte noire. Redonnons ces lettres de noblesse aux déchets. C'est plus un problème, c'est une partie de la solution. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Émergence, le podcast qui présente les acteurs d'un monde plus durable. À travers ces interviews, nous espérons que vous découvrirez des parcours inspirants et des actions à entreprendre à votre échelle. Faisons confiance à l'envie des gens et à leur capacité à s'impliquer sur un projet plutôt qu'à leurs compétences et à leur parcours. Pour nous soutenir, abonnez-vous à notre émission sur Apple Podcast ou sur les autres applications. Bonne écoute. Bonjour Martin, bienvenue dans Émergence. Merci, salut. Est-ce que tu pourrais te présenter ainsi que ton parcours ? En quelques mots, moi je m'appelle Martin, comme tu viens de le dire. J'ai 33 ans. Depuis que j'ai 30 ans, je sais plus vraiment quel âge j'ai, mais j'avais préparé, donc je sais que j'ai 33 ans. Je travaille aujourd'hui pour une jeune boîte qui s'appelle Les Alchimistes, après un parcours assez classique en école de commerce, que j'ai faite à Nancy. C'était des belles années, et puis un petit peu sans trop savoir ce que je voulais faire, je me suis orienté vers le recrutement, plus précisément la chasse de tête. J'ai commencé à bosser en Suisse 1 an, à Genève, en étant frontalier. J'avais pas tous les avantages de la vie suisse. Et puis très rapidement, je me suis rendu compte que c'était un monde, plutôt un lieu dans lequel j'avais pas très envie d'habiter, parce que je me sentais un petit peu prisonnier j'avais peur de me sentir un peu prisonnier de ce monde de l'argent. Donc j'ai décidé de revenir à Paris pour profiter de Paris. Là, j'ai bifurqué un tout petit peu, mais toujours dans les ressources humaines, plutôt côté recrutement et gestion de carrière. Et puis, les 5-6 dernières années de ma vie, dans ce monde-là, je les ai faites en tant que directeur des ressources humaines dans un petit cabinet de conseil en santé psychologique au travail. En gros, j'essayais de faire en sorte que les consultants de mon cabinet soient les cordonniers les mieux chaussés en matière de bien-être au travail. Et puis, au bout de 5-6 ans, il y a un élément très très précis qui m'a donné envie de changer. Je suis allé me balader avec mes parents dans le Mercantour. On a fait une semaine de rando en itinérance complète, pas en tente mais en refuge, mais c'est quand même de l'itinérance. Et là je me suis dit bordel, qu'est-ce qu'on est bien dans la nature. J'avais plus ressenti ça depuis que j'avais 14-15 ans. En fait, j'ai été adolescent pendant à peu près 15 ans, de mes 15 ans à mes 30 ans. Et ça a déclenché l'envie de changer de job en trouvant un projet plein de sens en lien avec l'environnement et puis sans forcément me cantonner à ce sujet-là, un projet qui profite à tous. Comment t'expliques cette déconnexion ? Je dirais plutôt que c'est une reconnexion en fait. Je me suis reconnecter à des choses bien plus terre à terre, en l'occurrence la nature, le sol, la liberté, l'absence de bruit, l'absence de connexion. Et puis pour être assez honnête aussi, le monde de l'entreprise très normé, très processé, ça m'a un peu lassé. Je dirais pas que j'en pouvais plus, mais j'avais envie de voir ailleurs. Donc c'est vraiment un rapport à la nature et à l'extérieur qui m'a donné envie de changer. Ce changement chez les alchimistes, tu vas nous expliquer ensuite ce qu'est les alchimistes, mais on va dire ce changement d'une entreprise, on va dire plutôt classique, où tu étais recruteur et DRH, est-ce que ça n'a pas été compliqué avec ton parcours, ou est-ce que, au contraire, facilement, des entreprises plutôt tournées autour de ces sujets-là t'ont recruté facilement Alors ça s'est pas du tout passé en mode recrutement. Changer de voie et de type d'entreprise, ça implique que les modes de recrutement, de rencontre et de communication sont hyper différents. J'ai eu une démarche beaucoup moins traditionnelle que quand tu réponds à des annonces ou que tu
tu passes des entretiens. Je suis allé papoter avec des copains ou avec des copains de copains qui m'ont présenté d'autres copains. Et puis de fil en aiguille, un petit peu par hasard, je suis tombé sur cette boîte, à l'époque c'était plus un projet qu'une boîte, même si il y avait déjà des statuts déposés, sans trop savoir que ça pourrait me plaire ou que ça allait me plaire, en me présentant assez modestement comme quelqu'un qui savait rien faire à part lire, compter et écrire. Et puis on a tenté le coup. Et c'est un peu le lot de tous ces, je crois, de tous ces, maintenant avec le recul, de tous ces nouveaux projets, en fait. Faisons confiance à l'envie des gens et à leur capacité à s'impliquer sur un projet plutôt qu'à leurs compétences et à leur parcours. Et qu'est-ce que ça a changé de faire un travail, tu as parlé de sens, qui a un peu plus de sens comparé à ce que tu faisais avant ? Écoute, j'ai démarré chez eux en février 2018, donc ça fait 1 an et demi. D'abord en tant que bénévole, mais on pourra un peu y revenir. Écoute, depuis, donc ça fait, on va dire 18 mois que j'y suis. Tous les matins, je suis hyper content d'y aller. Ça paraît très cliché, mais y a pas un matin où j'ai pas envie d'y aller, même si de temps en temps j'ai la boule au ventre sur 2-3 projets à enjeu. Mais ouais, y a pas une seule matinée où je freine des 4 pieds pour pas aller bosser. À tel point même que j'y vais hyper tôt, quoi. Je suis content d'y aller, donc dès que je me lève, dès que je me réveille, c'est parti, on y va, et je suis content d'aller voir les collègues. Et je fais le lien aussi avec ce genre de jeunes boîtes innovantes. On dit souvent que des investisseurs, ils investissent quand c'est des petites startups comme ça, ils investissent non pas sur un modèle économique ou sur un projet de rentabilité, mais sur une équipe. Ce qui compte le plus quand je me lève, c'est d'aller voir mes copains du boulot, quoi. Et t'as dit que t'étais bénévole au départ et ensuite t'es passé salarié. Comment ça s'est passé ? Exactement, ça s'est exactement passé comme ça. Je te décris un peu l'horizon de temps. Donc j'ai frappé à la porte en février 2018. Ils m'ont proposé de rester pour mener un petit projet pour organiser un petit événement qui correspondait à la première vente de notre produit, qui est du compost, dans un biocoop du 13e arrondissement. Ça a pris 2 mois. Et puis après, j'ai à la fois un peu squatté, puis il y avait un peu de place pour moi, il y avait quelques besoins sur un tas de sujets. C'est une situation qui a duré 6 mois. Alors, c'est une prise de risque du point de vue de changement, du changement de type de boîte, mais j'avais quand même, je m'adossais quand même à mon chômage qui me permettait d'avoir cette situation-là. Donc 6 mois en tant que bénévole, puis à nouveau 6 mois, 6 ou 9 mois en tant qu'auto-entrepreneur, parce que je commençais à avoir des missions un petit peu spécifiques, et puis parce que les fondateurs des alchimistes sont des gens réglo, donc au bout d'un moment le bénévolat, quand t'apportes beaucoup de choses, ça a quand même ses limites, c'est pas très fair. Et puis c'est la bonne nouvelle de la rentrée, j'ai signé un CDI il y a quelques semaines, enfin avant l'été, pour démarrer toute fin août. Donc je suis à nouveau en CDI comme il y a 2 ans et demi depuis fin août. Ce qui est intéressant de retenir dans ton cas de figure, c'est que t'as arrêté ton boulot, t'as réussi à vivre quelque temps avec le chômage, tout en testant un travail pour pouvoir derrière un peu créer ton job. Carrément, on va pas en faire une discussion politique ni d'orientation politique, mais le chômage de ce point de vue-là, c'est quand même mortel. T'as une assise qui te permet de tenter des trucs, d'expérimenter et de rencontrer des gens. C'est des choses que on a tous beaucoup de mal à faire quand on est plongé dans un boulot, parce que ça nous prend beaucoup de temps, parce qu'on n'a pas envie spécialement de se charger de ça. Mais là, c'était vraiment les conditions idéales pour à la fois rencontrer des gens, choisir le projet dans lequel j'avais envie de m'investir. Ok. Parlons maintenant un peu plus des alchimistes. Je pense que c'est quand même un sujet important aujourd'hui. Tu as parlé justement du produit que vous créez, c'est du compost. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous faites ? Parce que vous avez un projet qui est assez beau à mon sens. Est-ce que tu peux nous expliquer tout le projet, on va dire ? Ouais, carrément. Le projet initialement des 2 cofondateurs, Alexandre et Kenzo, c'était la baseline du projet, c'était nous transformons vos besoins en fleurs. Et l'idée, c'était de réussir à composter
les excréments présents dans les couches culottes de bébés. Ça, c'est le projet initial qui s'est avéré et qui s'avère toujours un petit peu plus, assez complexe, notamment d'un point de vue réglementaire, parce qu'en France, c'est interdit de composter et de réutiliser du compost tiré d'excréments humains. Donc ils ont basculé plutôt sur le compostage des déchets alimentaires, qui est un sujet qu'on maîtrise mieux, mais avec une techno, on y reviendra, ça aussi, un truc un peu low-tech, assez innovante. Si je décris le projet tel que moi je le décris aux gens que je rencontre, à mes clients pour les citer, on cherche à relocaliser, les alchimistes cherchent à relocaliser la valorisation des déchets organiques au plus proche des villes. Aujourd'hui, faut savoir que la quasi-intégralité des déchets alimentaires organiques du Grand Paris sont envoyés au mieux dans le 77, au pire en Belgique pour être méthanisés ou incinérés. Nous, on se dit il faut qu'on réduise les kilomètres. Et pour ça, on va créer des plateformes de compostage sur des petites surfaces, entre 500 et 600 mètres carrés, proches des villes, pour réduire mécaniquement les kilomètres parcourus par les déchets. C'est ça qui coûte cher aujourd'hui, c'est de payer des gars qui sont dans des camions et qui vont aller jusqu'en Belgique pour incinérer une matière qui a très peu de valeur. On a commencé à expérimenter ça dans la très grosse densité urbaine. On a lancé un premier site en fin 2017 au Grand Voisin, dans l'ancien hôpital Saint-Vincent. Là, on a installé une petite machine et pendant quelques mois, on a validé, testé le fait que notre processus de compostage, à l'aide d'un composteur électromécanique, était faisable sans nuisance olfactive, sans nuisance sonore en ville. On a ensuite déployé ça à La Caverne, qui est une ferme urbaine souterraine, porte de la Chapelle, pareil avec le même type de machine. Et depuis décembre, on a ouvert un site qui est notre site de taille cible, parce qu'il faut quand même capter pas mal de déchets pour réussir à être rentable d'un point de vue économique. Et là, on a un site, comme je disais, sur 600 mètres carrés, qui est capable de traiter à peu près 700 tonnes de déchets organiques par an. La cible, c'est de mailler le territoire suffisamment finement en Île-de-France et ailleurs pour que mécaniquement tous les déchets alimentaires qu'on peut trouver à Paris, uniquement des professionnels pour l'instant, puissent faire le moins de kilomètres possible. Il y a 4 piliers fondamentaux à ce projet. Les 2 premiers, je viens d'en parler, c'est des piliers économiques et environnementaux. Si on réduit les kilomètres, on réduit les coûts et on réduit les nuisances environnementales. Il n'y a pas que le rejet de CO2, il y a aussi l'usure des routes, les pollutions sonores, le bien-être des gens. Tout ça compte. Un 3e pilier qui est un petit peu moins intuitif dans la démarche peut-être, c'est en tout cas moins visible, c'est un pilier social. On cherche avec ces plateformes et cette nouvelle vision du traitement des déchets à créer des jobs qui permettent de faire bosser des gens qui sont éloignés de l'emploi sur un sujet, les déchets, qui est a priori pas très excitant. Or, nous aujourd'hui, ce qu'on propose à nos opérateurs, c'est d'une part de collecter les déchets, de traiter ces déchets et d'en fabriquer du compost, de s'occuper du compost et de vendre le compost. Donc là, on a un job qui est beaucoup moins taylorisé et beaucoup plus enthousiasmant que Reaper au cul d'un camion poubelle ou opérateur sur une ligne de tri. Ils vont transformer ce qui est à l'origine un problème, le déchet, en une solution, un produit, qu'est le compost, qui sera super utile pour réenrichir nos sols et ramener un petit peu de nature en ville dont on manque cruellement. Parce qu'aujourd'hui, la majorité des déchets alimentaires, elles sont juste traités comme un déchet, on va dire, normal. Ouais, alors déjà, il y a la question du tri à la source. Aujourd'hui, tout est mélangé. Du coup, c'est impossible de séparer du verre, du déchet alimentaire, du carton, du DIB, etc. Le plus gros enjeu, c'est vraiment la séparation des flux à la source. C'est pour ça qu'on nous fait chier tout le temps avec les poubelles jaunes et les poubelles vertes. Sauf qu'on nous explique pas pourquoi, mais en fait, c'est important. Pour avoir des filières de valorisation de qualité, il faut que le tri à la source soit bien fait. Et quand c'est bien trié, j'ai pas de chiffre super précis en tête, mais il y a moins de 10% des déchets alimentaires qui sont soit méthanisés, soit compostés. Ils sont envoyés à l'incinération ou alors ils sont enfouis. On en fait n'importe quoi, en gros, quoi.
Je reviens juste sur le dernier pilier que j'ai pas cité juste avant, qui est pour moi le plus important, c'est la dimension, enfin le pilier sociétal. En créant des plateformes qui sont proches des villes, voire dans les villes, on cherche à sortir le déchet de sa boîte noire. Aujourd'hui, toi comme moi, quand on met notre emballage de poisson pané dans la poubelle jaune, on sait pas, je sais pas si tu manges du poisson pané, moi non plus, on sait pas où ça va, on sait pas ce que ça devient, on sait pas qui vient le prendre, en fait on n'en sait rien. Et en sachant pas, on a du mal à y croire, et du coup on a du mal à faire les choses bien. Nous, notre objectif, c'est de montrer, donc avec des plateformes qui sont proches des gens, proches des villes, qui sont ouvertes, qui sont pas opaques, qu'on peut visiter, c'est de montrer, de faire comprendre. Et quand on comprend, et quand on voit qu'une tête de poisson, qu'une coquille d'huître ou que des tripes de lapin, après être passées dans nos petites machines, low-tech, je leur dis, deviennent du compost qui va permettre de faire pousser des fleurs et des légumes, et ben là, il se passe un truc. Tu vois vraiment que les choses se transforment en un produit qui est super utile. Et c'est ça le pilier le plus important pour moi. Sortir le déchet de sa boîte noire. Redonnons ces lettres de noblesse aux déchets. C'est plus un problème, c'est une partie de la solution. C'est marrant, il y a beaucoup de cette mouvance d'éducation à travers les entreprises. On avait reçu Merci Raymond et ils avaient un pilier aussi, un axe, c'était très porté sur l'éducation, on va dire, du citoyen et un peu cette reconnexion. Qu'est-ce que c'est derrière et sensibiliser, montrer pour valoriser des choses en fait. Les plantes, dans ton cas de figure, c'est le déchet qui vient du compost. Il y a aussi à chaque fois cette notion, on va dire, de sensibilisation des citoyens, on va dire. Ouais, carrément. Enfin, ça fait partie du pilier sociétal. Il faut que tout le monde participe en fait. Jusqu'à présent, on voulait simplement qu'on se débarrassait des déchets. On voulait pas les voir, on voulait qu'ils aillent ailleurs. Aujourd'hui, on sent bien le mouvement des gens qui veulent se réapproprier les choses et ça fait partie de notre job. Quand on va par exemple collecter les déchets alimentaires des écoles, il y a une partie qui est la partie la plus cool du job, c'est de passer 1 heure dans la cantine avec les mômes et de leur montrer ce que c'est que le compost et que leur salsifis et leurs frites et leurs os de poulet vont devenir du compost qui va retourner au sol et reproduire et permettre de reproduire des salsifis. Ça franchement c'est trop cool. Et souvent les mômes d'ailleurs sont plus connectés, moins déconnectés que nous des adultes de ces sujets-là. Donc la pédagogie, l'implication, la responsabilisation, c'est des piliers hyper importants. Ça me permet d'évoquer le fait que ce qui rend un peu unique notre modèle, c'est on pousse le truc assez loin, c'est qu'on note la qualité du tri de nos clients. Et en fait, le coût de notre prestation dépendra, c'est un espèce de système de bonus-malus, de la qualité de leur tri. En gros, si dans la poubelle, il y a que de l'alimentaire, que nous on peut traiter et fabriquer du compost, ils vont payer tant. En revanche, si on retrouve régulièrement tout ce qui se composte pas, tout ce qui n'est pas organique, on peut citer plein de choses, du métal, du verre, de l'électronique. Parfois, on trouve des trucs assez étonnants. Là, ils vont payer plus. Et ça, noter les clients sur la qualité de leur tri, là, je pense qu'on renverse vraiment la table. Parce qu'aujourd'hui, c'est qui les gens à qui vous collectez les déchets ? Notre modèle économique aujourd'hui, il s'adresse notre prestation, elle s'adresse qu'aux professionnels. Tous les pros qui génèrent des déchets. Je parlais des écoles, il y a les hôpitaux, les supermarchés, les restaurants d'entreprise, les hôtels, les restaurants commerciaux. On s'adresse pas encore aux particuliers, parce que c'est un sujet qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus lié aux collectivités, aux municipalités. C'est un peu plus politique, on pourrait dire. Quand tu vas collecter chez un professionnel, t'as un flux unique avec un lieu de regroupement, tu prends les déchets, tu t'en vas. Quand c'est chez les particuliers, il y a cette notion un peu de porte-à-porte ou d'apport volontaire. Il faut absolument, pour que ce soit pas absurde d'un point de vue économique, qu'il y ait des flux qui convergent vers un seul point de regroupement pour qu'on vienne collecter un seul point de regroupement. Et ça aussi, il y a aussi un aspect environnemental là-dedans. Faire avancer des camions de point en point, ça te coûtera forcément plus cher que d'aller collecter un seul point. Donc on le fait pas pour l'instant.
en fait, je bluffe un tout petit peu parce qu'on a lancé un projet qui est soutenu par le SICTOM, qui est le plus gros syndicat européen de traitement des déchets. Preuve que les choses bougent. Un projet de collecte des déchets alimentaires des ménages d'une cité de 10 000 habitants à Stein. Que tu citais, merci Raymond, ils les connaissent bien parce qu'ils ont un projet d'agriculture urbaine là-bas. C'est une cité, historiquement, Stein, c'est un peu le haut lieu du grand banditisme dans les années 80. Il y a un vrai projet de régénération de cette cité. Et on va installer une de nos machines là à la fin de l'année. Et on va collecter les déchets des particuliers de cette cité. Ça va être assez chouette, ça va être compliqué parce que le gros enjeu, ça va être de sensibiliser les gens, de leur donner envie de le faire. Et pour ça, on mise sur notre botte secrète qui est un cheval de trait. En fait, on va collecter, plutôt que d'utiliser un camion ou un vélo ou une remorque, on va utiliser on va s'aider d'un cheval de trait qui va collecter dans la cité tous les déchets au niveau des bornes des habitants. Ce qu'on se dit, c'est que avec un cheval de trait, alors évidemment, on peut dire il y a une espèce d'aspect com, aspect buzz, oui, certainement. Il y a aussi un aspect environnemental, ça pollue quand même moins que les bagnoles. Et puis il y a surtout un aspect pédagogique. Avec un cheval, on a déjà fait l'expérience, on a testé les collectes à cheval, on va capter l'attention des enfants. En captant l'attention de ces enfants, on va réussir à leur parler de déchets, et on sait que les enfants sont souvent des prescripteurs de dingue auprès des parents sur ce sujet-là. Donc la cible, c'est les enfants. Ok, intéressant. Et ensuite, là, vous collectez le déchet. Derrière, qu'est-ce qui se passe ? Tu as parlé de la machine derrière qui va être là pour accélérer le processus de compost. Est-ce que tu peux nous expliquer cette deuxième étape avant la vente du produit final ? Notre processus de compostage, il est... On dit qu'il est micro-industriel, donc c'est pas traditionnel comme au fond d'un jardin, c'est pas des gros tas de compost, c'est pas des gros tas de déchets qui viennent du compost. On a mis quelques machines, alors ça reste relativement low-tech, c'est un peu l'idée du projet, mais l'objectif c'est de réussir à optimiser et d'accélérer le processus de compostage, et pour ça on a quelques machines en série dont on a un peu détourné l'usage traditionnel. En gros, il y a 3 grandes étapes. Une étape de pré-traitement, ça commence par du surtri, au cas où les poubelles seraient mal triées, on fait un surtri manuel, c'est le moment où on note la qualité du tri des clients. Suite à ça, la matière est broyée, elle est pressée aussi pour enlever l'excédent d'humidité, et ensuite elle va monter jusque dans une mélangeuse agricole, telle qu'on peut en voir assez régulièrement à la campagne, pour ceux qui ont la chance de se balader un peu à la campagne. Et à ce moment-là, on va introduire à cette matière des copeaux de bois, qui est du broyat de palettes acheté et récupéré à Paris, palettes usagées. On incorpore du broyat de bois pour 2 raisons. Pour obtenir un ratio carbone-azote qui soit de bonne qualité pour le processus de compostage, et aussi pour structurer le mélange. Je m'explique. La matière, une fois qu'elle est broyée, c'est une espèce de pâte assez dense. Et nous, dans notre processus de compostage, on a besoin d'un apport d'oxygène important pour que les bactéries, qui sont présentes naturellement dans les déchets, puissent dégrader la matière. Si tu n'as pas de poche d'air, si tu n'as pas d'interstices dans lesquels l'oxygène peut s'introduire, les bactéries ne vont pas pouvoir bosser, elles ne vont pas pouvoir dégrader la matière, ça ne fonctionne pas. Donc dans cette mélangeuse agricole, on incorpore nos copeaux de bois, et ensuite, de manière régulière, toutes les heures, il y a un apport automatique de la matière vers un composteur électromécanique, qui est un peu la pièce maîtresse du dispositif. Composteur dans laquelle la matière va rester entre 10 et 12 jours, et va avancer grâce à un système de pales, de vis sans fin. Et c'est là que s'opère la magie, quoi. On dit que c'est biomimétique parce que nous on n'injecte rien, on chauffe pas, il n'y a pas de produit. En revanche, le fait que ce soit qu'il y ait un apport d'oxygène très important et le fait que ce soit en réacteur fermé permet une dégradation rapide et une montée en température qui va hygiéniser la matière et dégrader tous les agents pathogènes. Donc je disais une dizaine de jours, et puis comme un système de vase communicant, ce qui est introduit d'un côté ressort de l'autre.
sauf que d'un côté on introduit du déchet broyé et de l'autre côté on sort du compost. C'est plus à l'état de déchets quand ça sort, mais c'est pas encore du compost qui est complètement mature, qui est parfaitement utilisable pour amender des sols. Et du coup il y a une troisième phase qui est une phase de maturation à l'air libre dans des baies de maturation, on appelle ça. Et là, le compost, on va le déplacer de baie en baie toutes les semaines. Et c'est un processus qui dure à peu près 6 semaines. Il y a 6 baies en gros. Et donc si tu fais le calcul, entre le moment où tu introduis ta choucroute et ton pâté et tes os de sanglier, et le moment où tu as un compost qui est fini, qui est normé, utilisable en agriculture biologique et qu'on peut vendre, il se passe en gros 8-9 semaines. Pour te donner un peu une échelle, dans ton jardin, ça te prendra 9 mois si tu t'en occupes, 18 mois si tu t'en occupes pas, et en plus, tu pourras pas mettre de sous-produits animaux parce que tu risques d'attirer beaucoup de nuisibles, ce qui n'est pas le cas avec notre dispositif. Donc pour éviter dans le jardin, il faudrait le remuer, un peu comme ce que vous faites avec ce système de pales. Exactement. Ouais. La machine, c'est comme si tu avais 15 bénévoles qui remuaient tout le temps. Il y a 20 tonnes de matière dans la machine qui remet 20 tonnes de matière de manière régulière, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc aujourd'hui, les professionnels déjà, ils vont payer pour ça, pour que vous récoltez la matière. Et derrière, en plus, vous pouvez revendre ce compost à qui on peut lâcher. Le modèle économique, il repose sur... on a 2 sources de revenus en fait. Comme tu disais, la première c'est la collecte et la valorisation des déchets, et la deuxième c'est la vente de compost issu de ces déchets. Un petit mot peut-être sur le fait que les gens payent. Ça paraît absurde de payer pour des déchets, mais en fait c'est des coûts qui sont un petit peu masqués, et on se rend pas compte que ça a un coût tout ça. C'est des machines, c'est du foncier, c'est des ressources humaines, c'est un coût environnemental si tu le fais mal, c'est du transport, ça coûte très cher. Je crois que c'est le principal poste de dépense des collectivités, la gestion des déchets. Malgré ça, il y en a quand même qui sont pas prêts à payer. On voit, il y a une tendance hyper forte. Les déchets, on parle plus que de ça. On en parle beaucoup. Les gens commencent à comprendre qu'il faut s'en occuper, il faut en faire quelque chose de bien, donc sont prêts à payer. Mais c'est un poste de dépense supplémentaire. Et là, ce qui joue un petit peu en notre faveur, raison pour laquelle on a bien fait de démarrer ce projet-là il y a peu de temps, c'est la réglementation. La réglementation sur la valorisation des déchets et le tri obligatoire à la source chez les professionnels, elle existe depuis un petit bout de temps, et il y a des seuils qui font que baisser depuis des années. Et en gros, depuis 2016, je te parle de 2016 parce que je n'ai pas l'historique en tête, tous les producteurs de déchets au-delà de 10 tonnes par an sont obligés de trier à la source et de valoriser. En 2023, tous les producteurs de déchets, professionnels comme particuliers, à partir de 1 kg, seront obligés de faire ça. Donc ça va très vite. On peut estimer que les choses vont aller un petit peu plus lentement que ce qui est prévu, mais en tout cas, la réglementation va dans ce sens-là, et donc en gros, tout le monde sera obligé de payer. Parce qu'aujourd'hui, là, si je suis restaurateur, qu'est-ce qui se passe en fait si je respecte pas, je peux jeter mon déchet, on va dire, dans une poubelle classique avec tout, et qu'est-ce que je risque si... Ça dépend si t'es quelqu'un de bien ou pas, surtout. Il y a 2 cas de figure. Si tu produis moins de 10 tonnes de déchets par an, on t'oblige pas à faire quoi que ce soit. Donc tu peux les mettre n'importe où. Tu peux les mettre dans ce qu'on appelle les poubelles vertes, les poubelles de DIB, déchets industriels banals. Si tu produis plus de 10 tonnes, t'es obligé de le faire. Et si tu le fais pas, il peut y avoir des contrôles. Malheureusement, il y en a encore très très peu, trop peu, et tu risques des amendes, voire des poursuites au pénal. C'est ce qui s'est passé assez récemment. On en a tous entendu parler, je crois. Il y a Zero Waste France qui a été assez bon et qui allait fouiller dans les poubelles de McDo notamment. Désolé pour McDo, pour la sale pub. Place de la République. Et ils se sont aperçus que c'était un scandale. Et du coup, le gouvernement s'en est emparé. Et il y a pas mal de chaînes de restauration, dont McDo, mais d'autres, qui ont des obligations de résultats, non pas de moyens, mais de résultats, sur le tri de leurs déchets. Alors là, on ne parle pas des déchets organiques,
mais des déchets 5 flux, donc verre, carton, papier, bois, métal. Et c'est des obligations d'ici la fin de l'année. Et puis bon, tant qu'à faire de trier ces déchets 5 flux, autant s'attaquer au problème de déchets organiques. Donc ça pousse, la loi pousse, le gouvernement s'empare du sujet, tout est aligné pour que les choses s'améliorent. Et je reviens à ta question initiale, notre deuxième source de revenus, c'est la vente de compost. Ça représente à peu près 25% de notre chiffre d'affaires cible. Je disais tout à l'heure, chaque plateforme qu'on installe permet de capter 700 tonnes de déchets et de produire entre 150 et 200 tonnes de compost. Ce compost, on a 2 circuits de distribution principaux. Le premier, B2B2C, donc on va vendre à des jardineries, à des épiceries, à des concept stores qui eux-mêmes vont le revendre à leurs clients. On privilégie à fond le vrac pour être un peu cohérent dans la démarche zéro déchet. Et puis c'est aussi parce que ça nous prendrait trop de temps de faire des petites boîtes pour mettre le compost dedans. Mais bon, vraiment, l'atout principal, c'est l'absence de contenant. Pas de déchets en plus. Ça, c'est le premier circuit. Et le deuxième circuit, qui est ce qui va nous permettre de découler, de vendre le plus de compost, c'est la vente à des projets d'agriculture urbaine tels qu'ils ont fleuri de plus en plus à Paris, notamment portés par la mairie de Paris elle-même. On a un petit exemple assez cool de vente de compost et du coup d'économie circulaire sans intermédiaire, ultra locale. On a vendu 15 mètres cubes de compost en février dernier à une boîte qui s'appelle Bien Élevé, qui est une boîte qui a été fondée par 4 sœurs, donc Bien Élevé EES, tu l'auras compris, et elles produisent du safran sur les toits des monoprix, enfin sur le toit d'un monoprix, et là je crois qu'elles ont récupéré 2-3 autres terrasses dans Paris, sur lesquelles elles produisent du safran, en partie grâce au compost qu'on a collecté dans un rayon de 5 km. Donc là vraiment il y a un truc chouette. Ça participe aussi à une certaine forme de renouveau partiel d'autosuffisance alimentaire à Paris. Alors c'est pas en produisant du safran qu'on va faire bouffer les gens, mais tu vois, la tendance elle est là, et on est très très sollicité sur plein de projets pour avoir du compost, et aussi sur des projets je crois que tu as déjà vu ça, des projets de végétalisation des pieds d'arbres. Il y en a pas mal à Paris. Il y a besoin d'amendements, et notre compost il est idéal pour ça. Il est hyper riche en matière organique, ça marche très bien. Ouais, c'est marrant que tu parles de ça. On a un petit peu parlé auparavant, c'est notamment tout avec la mouvance du permis de végétalisation. Donc par exemple, moi, si demain je prends mon permis de végétalisation qu'on peut faire sur internet, je peux très facilement trouver votre compost quelque part. Donc tu m'as dit dans un Biocoop, c'est ça ? Ouais, tu peux aller l'acheter directement dans des Biocoop ou dans d'autres magasins, d'autres jardineries ou d'autres épiceries. Le plus simple, ce sera quand même de nous appeler. On est encore une toute petite boîte. Ce sera jamais un mastodonte, même si on a des ambitions fortes. En tout cas, on sera à l'écoute pour te répondre et pour te proposer de te vendre 100 litres, 200 litres, 500 litres de compost et de te livrer chez toi. Et justement, tu as parlé d'ambition. C'est quoi vos ambitions ? Conquérir le monde, mais conquérir le monde de manière saine. Quelques chiffres. Aujourd'hui, à Paris, on traite 700 tonnes de déchets par an, l'équivalent de 700 tonnes de déchets par an. Notre objectif, donc avec une plateforme de compostage, notre objectif c'est d'avoir 1000 plateformes en 2030, sur toute la France. Il y a déjà des projets qui sont lancés, qui sont plutôt très matures à Lyon, à Toulouse, à Toulon, à Lille, bientôt Marseille et La Réunion. Et puis on est très sollicité pour accompagner d'autres entrepreneurs en région à faire ça. Et donc ouais, la cible c'est 1000 composteurs en 2030, donc ça fait pas mal de taf. Même si tu es en train de faire ton calcul. Ouais, par an, j'essaie de... Ça fait beaucoup. 1 égale 700, 1000 ça fait 700 000 quoi. 700 000 tonnes de déchets par an, ce qui correspond à peu près à 10% de ce qui est généré comme déchets alimentaires par an en France. C'est à peu près 10 millions de tonnes par an. Et nous, on en capterait un petit million, quoi. C'est déjà pas mal. Ouais. Donc ces ambitions, c'est des ambitions de répliquer notre modèle et d'accompagner
d'autres porteurs de projets en région. Ça, c'est un sujet important. Les autres ambitions, enfin, une autre ambition, c'est de s'adresser aux déchets des ménages, des particuliers. C'est un sujet très différent, mais c'est aussi ça génère beaucoup de déchets, donc il faut traiter ça. Ce sera certainement des modèles différents. Peut-être pas le modèle technique, mais en tout cas le modèle de collecte, le modèle de sensibilisation, le modèle économique, le modèle de coût. Et il y a un troisième sujet qui est en cours, qui reprend la genèse que j'ai évoquée au tout début, qui est le compostage de couches culottes usagées. Ça, c'est un projet de R&D qui est déjà bien engagé, qui est porté par la ville de Paris, sur lequel on bosse avec l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique, et avec d'autres labos agronomiques, notamment à Pau, et puis avec un fabricant de couches en Bretagne. L'idée, c'est de créer à moyen terme, j'ai pas trop d'échelle de temps à te donner, mais le plus tôt sera le mieux tant qu'on fait les choses bien, c'est de créer la première filière mondiale de fabrication, commercialisation, collecte et compostage de couches. Une couche 100% compostable qui sera compostée. La couche 100% compostable, elle existe quasiment déjà, sauf qu'en fait, il n'y a pas de circuit de collecte et il n'y a pas de techno de valorisation. On a déjà commencé ça. Alors ça peut paraître pas très glamour, hein, parce que c'est quand même du caca de bébé, et puis ça peut être aussi du caca d'EHPAD, encore moins glam. On a déjà commencé à collecter dans des crèches du nord de Paris, dans le 18e et dans le 10e, et de quelques EHPAD autour de notre site de l'île Saint-Denis. Et les expérimentations ont commencé. On l'avait déjà fait en fait, quand on était au Grand Voisin, on avait dépioté à la main. Oui, à la main des couches culottes de bébé. C'était un putain de team building. Et on a fabriqué du compost, grâce auquel on a fait pousser des tomates qu'on a mangées. Et on les a fait manger à d'autres. C'est pas super réglo du point de vue réglementaire, mais c'était à toute petite échelle, donc il n'y a pas de problème, et ça marche. On sait que ça marche, il ne reste plus qu'à créer la filière. C'est un projet intéressant. Ouais, c'est un projet qui est assez mortel, et en plus, je parlais de trucs, quand je parlais de mon parcours, trouver un projet qui ait du sens pour tout le monde. Là, pour le coup, les couches, c'est hyper universel, quoi. Ça concerne tout le monde, blanc, noir, jaune, riche, pauvre, campagne, ville, c'est un sujet qui touche tout le monde. Et un petit dernier chiffre sur les couches. Les couches, c'est presque comme des déchets nucléaires. C'est des déchets ultimes, on ne sait pas quoi en foutre. C'est 3,5 milliards de couches par an en France qui sont enfouies. Ah ouais, c'est enfoui, on les brûle même pas. Rien à foutre. Il y en a peut-être une partie qui est incinérée, mais il y a une bonne partie qui est enfouie. On arrive dans la dernière partie. On aime bien donner des conseils aux citoyens à chaque fois. Bon, aujourd'hui, votre business est très tourné, on va dire, envers les entreprises, principalement. Est-ce que quand même, en tant que citoyen, moi, je peux me dire, voilà, je découvre votre projet, qu'est-ce que je peux faire ? Déjà, peut-être vous contacter pour implémenter un point de collecte dans mon entreprise. Est-ce que il y a des choses possibles, faisables aujourd'hui ? Ça, c'est la première chose. Ouais, je pense que essayer de... si le projet te parle, si le sujet t'évoque des choses sympas, en parler autour de toi, essayer de rameuter du monde pour monter ça au sein d'une boîte. Ça, c'est assez facile, ça coûte pas cher, et c'est si tu réfléchis aux externalités positives, ça peut créer un peu d'émulation saine au sein d'une boîte. Et puis en plus, t'es pas sans savoir que les nouveaux, la jeune génération est hyper attachée à ça, et donc ça peut faire la différence sur le choix d'une boîte ou d'une autre. Nous solliciter pour monter des projets de collecte tels que ce qu'on fait, pourquoi pas. Après, c'est pas que romantique, hein, c'est un business, c'est très gourmand en capital, nos machines, donc il faut chercher des financements, il faut trouver des clients, c'est un job, quoi. C'est aussi un peu capitalistique, hein. C'est un nouveau capitalisme, mais ça reste une vraie boîte structurée sur ce sujet-là. Et puis ce que tu peux faire aussi, c'est... et là je me sors un petit peu de
ma casquette alchimiste, c'est réfléchir à redonner ces lettres de noblesse aux déchets. Qu'est-ce qu'on peut inventer de génial ou d'original ou de régressif, parce que c'est un peu ça, hein. Nous on fait du compostage comme ça se fait depuis des milliers d'années, pour réussir à s'occuper des déchets sans créer des usines à gaz et des trucs super sophistiqués. Et je pense qu'il faut essayer de sortir de sa manière de voir ce sujet-là pour inventer des trucs. Il y a un truc qui me vient. Si tu vas faire tes courses au Biocoop, alors je parle de Biocoop parce qu'ils sont plus sensibles à ces sujets-là que d'autres, pourquoi tu ne demanderais pas au gérant de ton Biocoop de mettre en place une borne d'apport volontaire? Ça, c'est hyper malin d'un point de vue reverse logistique. Alors tu vas faire tes courses, et avant d'acheter tes pommes et tes pommes de terre, tu vas les déposer, tes déchets organiques, dans une petite benne à code, parce que tu auras souscrit à un abonnement qui sera bien fermé, bien étanche. Et là, on parlait des points de regroupement tout à l'heure et de notre capacité à limiter les trajets en camion et les impacts environnementaux qui en découlent. Mais là, tu vas créer un truc sympa. Donc tu vois, il y a sûrement plein de trucs à inventer, à réinventer sur ce sujet-là. Et pour ça, il faut sortir de sa manière de voir habituelle. Et puis si tu t'emmerdes, tu peux venir faire un peu des collectes et des bénévolats et de trier les déchets sur notre table de tri. Alors d'être embauché. Il faut mettre 1000 collecteurs d'ici 2030. Exactement, avec des pelles. Les ambitions, tu parles de 1000 collecteurs. Les ambitions, c'est aussi de créer de l'emploi, hein. C'est entre 2 et 3 personnes par plateforme. Tu fais ton calcul, hein. Créer 3000 emplois sur les déchets, qui soient des jobs, je pense, plus cool que ceux qui existent aujourd'hui. Ça, c'est une ambition qui est chouette. Surtout dans le monde du déchet. Ouais. Quel livre ou ressources conseillerais-tu à nos auditeurs? Ouais, il y a un truc qui me vient. Alors c'est peut-être pas très romantique ou pas très aventurier, quoique. Et ça fait un peu le lien aussi avec ma vie professionnelle d'avant dans les ressources humaines. Le gars s'appelle Isaac Gates. Je crois qu'il est prof à l'ESCP, et puis il est passé par prof à Stanford, des trucs comme ça. C'est un gars qui a écrit notamment un bouquin qui s'appelle Liberté et compagnie, compagnie au sens d'entreprise, et qui est un peu qui fait partie des intellos qu'on cherchait à renouveler un petit peu le mode d'organisation et de management dans les entreprises. On parle souvent d'entreprises libérées, sans aller jusque là. En tout cas, il a un regard, comme ce que je disais juste avant, essayer de sortir un petit peu des habitudes et des process et des règles et des codes qu'on a dans l'entreprise, et s'est dit pourquoi on n'imaginerait pas un mode de management, un mode de communication et de relation qui soit plus traditionnel, un peu plus sain. On parle beaucoup de bienveillance, mais ça peut en faire partie. Et ça rejoint un petit peu le mode dans lequel je me suis mis, moi, quand j'ai changé de boîte. Je cherchais un truc beaucoup moins hiérarchisé, beaucoup moins pyramidal, où on fait confiance en fait plus à l'énergie et à l'envie des gens qu'aux preuves qu'ils ont données au cours de leur parcours. Et pour changer les choses, y compris sur les déchets, il faut surtout du bon sens paysan, quoi. Et il faut être un peu plus terre à terre et essayer de s'affranchir des règles et des codes dans lesquels on est tous un peu trop. Et qui aimerais-tu écouter dans ce podcast? Je crois que les aventuriers, c'est ce qui me fascine le plus, quoi. Les aventuriers à pied ou en pirogue, c'est ce qui m'impressionne le plus. D'autant que sur un podcast, là, ce serait ton interview, mais souvent sur un podcast, tu peux trouver des univers sonores qui sont assez ouf, de nature, de jungle, de silence, qui sont cool. Moi, ça me plaît bien. Tu me challenges. La semaine dernière, on m'a demandé de faire une table ronde. Là, tu me demandes d'aller voir un aventurier dans la forêt. Mais bon, on va tâcher de le faire. On est là pour s'entraider, hein. Ah ouais, non, c'est ça. Un beau cadeau. Et où c'est qu'on peut retrouver les alchimistes? D'ici 2030, partout. En 2030, partout. On commence à être un peu meilleur sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram surtout. Sur Instagram, c'est les alchimistes compost.
Facebook aussi, ça doit être ça, les alchimistes compost. On a mixé un peu plus les sexes au bureau, du coup il y a une petite touche plus esthétique et mieux quoi, plus belle, plus pertinente, plus piquante sur les réseaux sociaux. Et puis sinon plus traditionnellement sur alchimiste.co, pas .com. Ok. Ben, merci pour toutes ces informations. Merci à toi. Je mettrai les liens et je te souhaite une bonne soirée. À toi aussi, à bientôt. À bientôt. Ciao. Si vous avez apprécié cette interview, faites-le savoir à notre invité sur les réseaux sociaux. Vous trouverez les liens sur notre site internet emergence.co, ainsi que toutes les ressources pour approfondir le sujet. Et si vous voulez nous donner un petit coup de pouce, rien de plus simple, vous pouvez mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast, vous abonner à l'émission sur les plateformes d'écoute ou partager l'épisode dans votre entourage. Et pour ne manquer vraiment aucune actualité, vous pouvez nous suivre sur notre newsletter, Instagram ou notre compte Facebook. Nous tenons également à remercier Bertrand Jacquet pour la création de la musique du générique. À dans 2 semaines pour le prochain épisode. Bye bye.